Des espaces ou des tabs? Certains comprendront, ceux qui n'ont pas compris l'entendront. On va parler de ça dans cet épisode 443 des Technos. Dans cet épisode, on va parler publicité en ligne et en particulier bloqueur de publicité. Ce sera le gros sujet, le dossier comme on l'appelle un peu, oui, on l'appelle comme ça, en deuxième partie d'épisode. Un épisode qui se passe cette semaine avec d'un côté notre ami Sébastien depuis la France, depuis le Nord. Bonjour, bonsoir, de bonsoir. Nord de la France, dans le Nord. Le Nord. Et de l'autre côté, il n'est pas à Bangkok, il est en Belgique, pour le coup, c'est David. Salut David, il est dans le décor de Bangkok par contre. On va parler, je le disais, de publicité en ligne et en particulier de bloqueurs de publicité. C'est un sujet qui intéresse évidemment tous les usagers d'Internet. Publicité, des fois, moi-même, je me suis déjà exprimé sur la question à plusieurs reprises concernant des sites parce que nous, on fait une revue de presse, l'actualité, on l'invente pas, voilà, donc et de temps en temps, il y en a quand même, il y a des sites qui exagèrent un tout petit peu, on sait bien que tout le monde doit vivre, mais bon, il y a une petite accumulation de publicité, un petit bloqueur de publicité de temps en temps, ça permet de souffler un petit peu et d'arriver à lire le contenu aussi, parce que des fois, c'est un petit peu, voilà. Donc, comment ça marche, est-ce que c'est bien éthique, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, tout ça, on va en parler en deuxième partie, puisque la première partie, je le disais, c'est notre revue de presse, articulée autour d'un abécédaire, comme d'habitude, l'actualité technologique, ou une certaine actualité technologique, telle que mes petits camarades l'ont vu. Ce que Sébastien n'avait pas vu, c'est que son micro allait tout d'un coup se révolter, il lui sautait. Il remonte. Il lui a sauté dans le nez. Son micro est monté, il lui a ressauté. Ce bruit de ressort que vous avez entendu, c'était son pied de micro. Donc, voilà. 2 minutes sont déjà passées. Ce que je vous propose, les petits amis, c'est de directement attaquer notre abécédaire avec la première lettre. La lettre A, comme Atlas. Atlas, ce vieux bouquin qu'on ouvrait quand on était à l'école avec dedans les cartes, etc. Ah oui, je me souviens. Les cours de géographie qui rendaient un petit peu fou. Et maintenant, j'adore feuilleter ce genre de trucs, parce que ça fait partie de l'histoire aussi, parce que les frontières changent, les noms des pays aussi. Bref, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'Atlas, le robot qui avait 10 ans, je pense déjà, de Boston Dynamics, un des robots, parce qu'il y en a plusieurs, et qui a pris sa retraite cette semaine. C'est David qui nous en parle, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Donc Atlas, c'est le robot humanoïde de Boston Dynamics qu'on a un petit peu vu à toutes les sauces, qu'on a vu courir, qu'on a vu sauter, qu'on a vu passer un obstacle en tenant une barre dans les mains. Il a été mis à la retraite. Il a vu le jour, en effet, en 2013. C'était suite à un concours du département de la défense américaine. Donc, c'est comme ça qu'il a vu le jour. Il faisait 6 pieds et 2 pouces, ce qui fait 185 cm de hauteur, pour un poids de 330 livres, c'est-à-dire 140 kilos. Mon poids. Ah non. Voilà. Et donc, Boston Dynamics a annoncé qu'il était mis à la retraite, mais ensuite ils ont rajouté le lendemain qu'en fait il était mis à la retraite, mais uniquement pour la version hydraulique, et qu'ils ont une nouvelle version toute électrique et qui fait assez peur. On le traite un petit peu de shapeshifter, parce qu'en fait c'est un robot avec une tête cylindrique ronde qui tourne dans tous les sens. Donc tout d'un coup il regarde en arrière, tout d'un coup ses bras au lieu d'aller à l'avant vont à l'arrière. Et apparemment, ça permet d'augmenter l'agilité, la dextérité, mais par contre, il fait un petit peu peur, je trouve. C'est surprenant. Ça lui donne une déambulation un petit peu fluide, mais pas humaine. Enfin, ou alors un humain qui aurait un slip en bronze, quoi. c'est très particulier. Oui, ce sont des mouvements non naturels. C'est ce qui est un petit peu dérangeant. Et ouais, donc, il y a plusieurs articles qui ont dit que c'était une créature de cauchemar, des choses comme ça. Bon, enfin, faut pas exagérer non plus. Mais...
Mais ça me fait va. penser à un film. Je pense, c'est les films iRobot où les robots avaient un petit peu une tête comme ça, un petit peu ronde et cylindrique. Voilà, je trouve qu'il fait Oui, c'est plus une peur espèce que de pot l'ancien. à tabac, mais qui tourne par contre à 360 degrés, du coup. Pareil pour Comme dans toutes les l'exorciste. articulations. Les articulations tournent aussi à 180 degrés pour les bras, donc pas besoin de faire demi-tour, quoi. Il suffit de marcher dans l'autre sens. Ouais. C'est très particulier, mais c'est Et il grimpera peut-être de au nouveau. plafond. Peut-être, oui, mais c'est du Boston Dynamics. Ils sont quand même incroyables parce que chaque fois on se dit mais il y a une supercherie, c'est pas possible autrement. Est-ce qu'ils ont fait voilà. Ils ont quand même publié une vidéo, tu me l'as partagée. Je suis en train de voir des extraits. C'est assez amusant. Tous les ratés de l'ancien, hein, de celui qui était avec des fonctions hydrauliques, parce qu'il y a des ratés aussi. On nous montre souvent des vidéos où ça danse, ça saute, ça ouvre des portes, etc. Mais il y a aussi eu des moments un petit peu éprouvants pour le pauvre Atlas, où il se casse la pipe régulièrement. C'est un peu particulier aussi, mais c'est bien de C'est l'avoir l'hommage partagé. qu'ils ont rendu à Atlas, donc ils ont publié cette vidéo en effet pour montrer que devant les vidéos qui montraient les prouesses, il y avait beaucoup de bêtisiers derrière. Ouais. Et voilà, Beaucoup ils ont fait d'essais, une de petite ratés, vidéo etc. pour rendre hommage à Atlas, première version du nom. Moi, je me rappelle un des premiers robots grand public, pas qu'on pouvait acheter, mais qu'on a montré au public. Je crois que c'était Honda, non, qui avait fait ça. Et c'était raide, c'était lourd, ça n'avançait pas. T'as l'impression que ça va se casser la figure à tout. Ici, on voit ce truc qui marche quand même sur des cailloux, des gros cailloux, hein. C'est avec une fluidité. Qu'on le bouscule, il tombe pas, il se rattrape, etc. Enfin, c'est quand même assez impressionnant l'évolution qu'il y a eu là-dedans, sauf évidemment quand il tombe en panne, mais je trouve ça assez impressionnant. Et quand on le titille aussi, quand on le bouscule un petit peu, il se récupère. Moi, je trouve ça assez... ça reste impressionnant, hein. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Il y avait une vidéo qui m'avait marqué où il faisait que ça, le pousser à gauche, à droite, et il essayait de marcher tout droit, et il y a deux personnes de deux côtés qui le poussaient, et le machin gardait son équilibre. Non, mais on se compare... enfin voilà, il y a comme ils ont une forme humaine, on se dit tiens, c'est humain, et en regardant les vidéos, si vous avez regardé si vous regardez le podcast sur YouTube, vous voyez les vidéos, il y en a un où on le voit se planter et il tombe jambe droite et jambe gauche, paf, au milieu, chacune de chaque côté d'une barre, et je me suis dit oulala, ça doit faire mal ça, et puis je me suis dit non après. Mais non. mais ça devient le réflexe, quoi. Ils sont tellement en tout cas l'ancienne génération tellement humaine dans les mouvements qu'on s'associe à eux. La nouvelle génération est tous aussi fluide, mais avec une démarche. Il y a un côté pâteau, un peu saccadé, voilà, c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. En même temps, ce qui fait peur aussi aux gens, c'est justement quand on approche trop le robot de l'humain, qu'on lui fait trop ressembler à ce que ça pourrait. Voilà, du coup là, on commence à faire des analogies entre l'humain et la machine, et c'est peut-être ça qui dérange aussi, à juste titre peut-être, je sais pas. Moi, ça me choque pas plus que ça. C'est quoi leurs clients à Boston Dynamics? C'est que les armées et les services militaires, ou ils ont des clients civils aussi? Quelles sont les applications civiles pour le civil, je sais. J'avais vu une vidéo, et on en avait parlé ici, mais j'ai pas le modèle parce qu'il y avait énormément de modèles différents, hein, dans leur. Et c'était un robot qui servait pour charger, décharger les camions. La manutention, parce que avec l'appréhension de volume, à les déplacer, etc. Ça, on avait déjà parlé de ça. Oui, le domaine militaire ou la police et des choses du genre. Même s'il y a des allers-retours, hein, on a vu qu'il y a certains États, certaines polices dans certains pays qui fait renvoyer il y a des hésitations. Il y a des hésitations, et même des fois sur l'usage même du bidule. Et il y a des retours en arrière de temps en temps, peut-être des problèmes de fiabilité sur le terrain, qui sait. Mais voilà, je pense que c'est surtout un laboratoire, mais qui est financé par quoi, etc. C'est une bonne question, si quelqu'un a la réponse. Pour répondre à la question, voilà. Hyundai est client et apparemment a des robots de Boston Dynamics. Ils sont également investisseurs, également DHL, SoftBank, Google et le département de la défense aux États-Unis.
D'accord, oui. Ok, bon, voilà, on a la réponse du coup, on va pas s'énerver. C'est intéressant en tout cas, ce nouvel Atlas, on va voir ce qu'ils vont lui faire faire dans l'avenir. C'est ça qui va être rigolo, on attend avec impatience les prochaines vidéos de Boston Dynamics. La lettre C comme Cher. Comme Sonny and Cher. Oui, c'est la chanteuse. La chanteuse Cher. Non, Cher comme ça coûte des pépettes. Des laptops qui sont des accessoires de luxe, et on va pas faire du mauvais esprit avec des laptops de marque paumée divers et variés, quoi qu'il y en a. Mais ici, c'est des laptops. Aussi, ouais, mais ici, c'est quand même des laptops qui sont un peu réhabillés, reconditionnés pour un public particulier. C'est ça aussi, non ? Oui, c'est Aurélien qui a partagé la news dans notre Slack de veille technologique. Un laptop, tenez-vous bien, 830 000 €, donc c'est $1 million le laptop. Et évidemment, à ce niveau-là, c'est plus juste un laptop, c'est un accessoire de mode, c'est un accessoire avec de l'or, des diamants, etc. Je vais y revenir dans une minute. Mais cette nouvelle d'Aurélien m'a fait poser la question à moi-même. Quels sont les laptops les plus chers du monde ? J'ai trouvé encore plus cher. Mais je vais commencer par le top 10, et je vais pas vous faire tous les 10 en détail, mais j'ai trouvé un top 10 qui est dans les notes du podcast également. Et là, sans trop de surprise, les 10, 9, 8 et 7e places sont pris par des laptops à peu près normaux, sauf qu'ils ont des configs de fou avec des GPU, avec des SSD de 2 Tera, c'est à l'intérieur 32 Go de mémoire. Exactement. Mais c'est à la forme d'un laptop normal, à peu de choses près. La plupart, en tout cas, à part le Acer Predator 21. Enfin, c'est des laptops de gaming, donc avec des écrans impressionnants. Et là, ça peut augmenter quand même jusqu'à 9 000 € pour des laptops. Alors, pour ce prix-là, vous avez une GeForce GTX 180. Oui, c'est ça, c'est le GPU qui... 2 Tera d'SSD, 64 Go de RAM, c'est quasiment des spécifs de serveurs. Mais après, on rentre dans une autre dimension, parce que là, on passe à 20 000 $. Le 6e dans la liste, c'est Bentley. C'est un laptop qui a un peu la forme coquillage vous vous souvenez des premiers laptops d'Apple? Pas les premiers, les premiers iMac portables d'Apple. Oui, c'est ça, c'était les iMac. Il y avait une espèce de forme de coquillage, je me souviens plus du nom. Blanc. Mais ça a cette forme-là, et ça se replie. Quand ça se replie, c'est un très beau sac élégant en cuir, marqué Bentley, 20 000 $. Alors, il y a des gens qui font des accessoires de mode sur des MacBooks. Tu l'as dit dans l'intro, Marc, on pourrait parler d'Apple qui est très cher, mais là, ils prennent des trucs standards d'Apple, mais ils les couvrent d'or. Donc, ce sont les specs tout à fait normales pour un PC Apple, pour un laptop Apple, donc c'est le même matériel, sauf qu'il est recouvert d'or et de dorure, et les touches du clavier sont remplacées par ceci et par cela. Et là, il y a un truc qui s'appelle Bling My Thing Golden Age, 26 000 $. Et donc, c'est un MacBook Pro Air de 24 carats d'or, avec le clavier qui est recouvert de cristaux Swarovski. Mais sinon, c'est un normal. Et il y en a un dont toute la coque est couverte de plaqué or. Là, il y a 24 carats d'or en tout, 30 000 $. Mais on peut faire mieux. Ouais, allons-y, les 3 premières places. Il y a le Tulip Ego Diamond. Là, on monte quand même à 355 $. Lui aussi, il ressemble au Mac, oui, dont on parlait. C'est un peu aussi un clamshell comme ça, un coquillage qui se referme. C'est assez joli. Enfin, après, c'est une question de performance. Sur le goût, moi, je trouve que c'est un bout de cheveux. On dirait une lunette de toilette, mais ou un grille-pain à la rigueur. Tu vois, Bon, mais j'aime bien les lunettes de toilette. On va dire ça comme ça. Mais alors, ce qui est étonnant dans ces gammes-là, c'est que ce qu'il y a dedans, c'est gnognotte, quoi. C'est 2 Go de RAM, 170 Go de hard disk. Il a un lecteur de CD en frontal. Celui-là, on ne comprend pas trop pourquoi. Le numéro 2, c'est celui qu'Aurélien nous avait parlé, dont j'ai parlé en introduction, $1 million, donc 830 000 €. Donc là, il vient dans une boîte, le boîtier dans un bois précieux. Il y a un petit côté steampunk. Tu vois, un petit côté steampunk comme ça. Oui, tu vois, néo-gothique avec du cuivre, du bois. Enfin, tu vois, ces mélanges-là. Alors exactement, c'est tous des matériaux précieux. C'est un mélange d'or, de bois précieux, de cuivre pour faire le boîtier lui-même. À l'intérieur, c'est tout à fait standard. 4 Go de RAM, 128 Go de SSD. C'est même pas impressionnant, quoi. C'est des petits laptops avec Windows Vista. T'imagines, tu mets $1 million
tu te retrouves avec une machine qui démarre en Windows Vista. Yeah, je suis content. Et puis le plus cher trouvé dans cette liste-là, en tout cas, 3,5 millions de dollars. Alors là, de nouveau, les specs à l'intérieur sont pas impressionnantes. C'est Windows XP avec un SSD de 128 Go, mais il est entièrement il y a le téléphone couvert. Et le téléphone qui va avec. D'or et de diamants, donc 10 000 diamants, 8,5 carats. Je crois que c'est celui-là où c'est le précédent, dont le bouton Power, c'est un diamant. On appuie sur un diamant pour l'allumer et l'éteindre. Donc évidemment, à ce stade-là, on parle plus de laptop, mais c'est de la joaillerie. C'est du luxe. Et pourquoi pas, si ça trouve son acheteur, il y a des gens qui seront certainement contents de mettre 3 millions de dollars. Moi, je me rappelle de celui-là. Pour de l'or et du diamant. Il est déjà ancien, celui-là, je me rappelle. Avoir les specs, du plus cher. Windows 10. Oui, c'est ça. Et il était livré effectivement avec un téléphone, je sais plus si c'était un modèle Sony ou Nokia à clapet, mais pas à clapet qui se voilà, le truc qui s'ouvre horizontalement comme ça, enfin qui se glisse, une ouverture. Je pense que c'était Nokia, mais je peux dire, et qui était on va dire appairé avec la machine. Effectivement, c'est une machine assez ancienne. C'était il y a une quinzaine d'années, ce genre de modèle là. Je sais pas si les initiales MJ c'était pour Michael Jackson. J'y ai pensé. C'est de personnes qui étaient capables d'acheter ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment pour la frime, quoi. Voilà, parce que c'est que de la frime. Honnêtement, sur la photo, ça me fait pas vraiment rêver. Ça ressemble plutôt à un pantalon en velours un peu brunâtre, vieillot. Et à côté, il y a un smartphone qui date d'il y a 20 ans. Pas un smartphone, un GSM. Nokia 95. Un GSM. Oui, un GSM. Voilà. Non, ça va pour du rêve pour moi. Bon, alors, moi, après le pantalon en velours, à mon avis, il y a un problème de définition d'image chez toi, mais il y a un côté disco un peu. Ça, je pense que c'est le genre de truc. Je connais un ancien président américain qui adorerait ça. Ou son épouse. Je crois qu'il garde son argent pour le moment parce qu'il a quelques problèmes avec la justice, mais il lui reste après que la justice soit passée. Il économise un petit peu pour sa campagne. Mais enfin voilà. Merci d'avoir vendu du rêve. C'était pas très technologique pour le coup, mais voilà. Je reconvertis dans la joaillerie. Je parlais cuisine ici, on peut parler de tout, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est rigolo parce que ça existe aussi pour les. Moi, je me rappelle les iPhones. Je connais un disc jockey, je citerai pas son nom par pitié, qui prétendait qu'il avait reçu du patron d'Apple, qu'il avait reçu un iPhone spécial en or. Et en fait, il s'est passé à la peinture or sur un iPhone tout neuf qu'il avait été chercher dans un Apple Store en Allemagne ou ailleurs, et c'était juste du bluff, mais bon voilà, il y a des gens qui y croyaient et ça faisait du bien à son ego sans doute, mais voilà, il y a eu toutes sortes de trucs comme ça aussi pour essayer de briller. Mais voilà, mais tout n'est pas de l'or, il faut le lire aussi. La lettre D comme delivery dans ce podcast francophone. D comme David aussi. On va parler d'une panne de plusieurs heures pour un CDN open source ça a eu des conséquences, donc on imagine que tu vas nous détailler, David, pardon. Oui, donc la lettre D, c'était pour intercaler ça dans l'alphabet delivery comme CDN, c'est Content Delivery Network, donc un réseau de délivrance, livraison de contenu. Pas le bon terme en français, mais bon voilà. Et donc c'est un CDN qui s'appelle Unpackaged, UNPKG, qui a été en panne pendant plusieurs heures, et je pense c'était fin de semaine dernière. Je pense que c'était vendredi, si je me trompe pas, si je dis pas de conneries. C'est donc à quoi ça sert les CDN? Ce sont ce sont des serveurs qui sont un peu localisés partout dans le monde et qui livrent un contenu. D'ailleurs, Facebook, Google, tous les grands utilisent des CDN, y compris les sites de news, par exemple. Moi, en Thaïlande, je peux lire les news belges sur des serveurs locaux en Thaïlande, parce qu'en fait, ils copient les informations partout. Voilà, l'idée c'est d'approcher les données de l'utilisateur final, quoi. C'est ça. Pour qu'on y ait accès facilement. Voilà. Et c'est le serveur ici en question
délivre plus de 4 milliards de requêtes par jour, donc ce n'est pas rien. Non. Et j'en ai été personnellement touché parce que moi, dans le boulot, j'utilise parfois ChatGPT et j'utilise pas ChatGPT en tant que tel, j'utilise l'API et souvent l'API, j'ai fait un petit peu de JavaScript et il y avait un script qui s'appelle Axios que j'utilise et qui était sur ce CDN-là en effet, et ma page marchait plus, j'avais des erreurs externes, je me dis qu'est-ce qui se passe, et puis je me suis rendu compte, tiens, le CDN est tombé, donc j'ai mis une copie locale du fichier, et ça amène en fait des questions, parce que les CDN c'est bien, mais pour ce qui est d'héberger des fichiers JavaScript pour les sites web, il y a un problème de sécurité, c'est que une société peut avoir son site qui tombe en panne, tout ça parce qu'il y a un CDN qui est en panne, un CDN qui serait piraté, on pourrait avoir des versions malicieuses d'un JavaScript qui sont dessus. Il peut y avoir des mises à jour qui sont faites sur des fichiers JavaScript qui cassent un site web alors qu'on n'y a pas touché. Et quelqu'un de malicieux qui met un JavaScript peut potentiellement faire ce qu'il veut sur le site de la société ou de la personne. Pour un e-commerce par exemple, il pourrait rediriger les clients vers un site de paiement factice, il pourrait voler les données, les mots de passe, il peut quasiment tout faire et impersoner les gens qui ont fait le site tout en ayant un certificat avec un beau cadenas. C'est possible et c'est facile, j'imagine que non, mais il faut quand même des compétences, mais de se substituer à un CDN et donc de détourner quelque part les requêtes vers un CDN malicieux, entre guillemets. Je vois que Sébastien fait une moue proche du oui, mais... il y a moyen d'attaquer une attaque DNS, quoi. Ouais, voilà. Oui, c'est ça. On donne la même réponse tous les deux en même temps, en bypassant, enfin, en attaquant le DNS, et on peut rediriger du trafic vers une autre adresse IP. Ouais. Parce que ça aurait du sens. Enfin, du coup, là, ce serait vraiment une faille de sécurité difficile, en plus de ça, à contourner. Parce qu'on n'a pas la main sur le CDN. On prend ce qu'on nous donne. On ne peut pas forcer l'idée de ne pas... je ne veux pas de ce CDN-là. C'est pas possible, ça. Nous, en tant qu'utilisateur final. Donc, voilà. Non, c'est l'éditeur qui choisit le CDN qu'il va utiliser. Il y a 3-4 grands CDN sur la planète. On en a déjà parlé ici, c'est Cloudflare, un dont j'ai oublié le nom, qui avait une panne. Qui sont eux-mêmes des réseaux de CDN qui vont délivrer en fonction de la position géographique, etc. C'est ça qui m'a intrigué dans ces news, parce qu'il parlait de CDN open source. Et pour moi, un CDN, ça n'a rien à voir avec l'open source. Enfin, éventuellement, il y a du logiciel open source qui tourne dessus. Mais un CDN, c'est essentiellement un réseau de points de présence, donc des locations physiques, des racks dans des serveurs dans différentes villes, à Bruxelles, à Tokyo, etc. Et du DNS qui va router du trafic vers le rack le plus proche de toi comme point d'entrée dans le réseau, et là où il y a un cache, de manière, comme David l'a expliqué, ne pas aller chercher le film de Netflix sur les serveurs de Netflix, mais d'aller le chercher tout près chez son opérateur. Et Unpackage, au fait, c'est pas un CDN au sens réseau, donc celui qui est tombé en panne, c'est une couche logicielle qui permet de faire du caching de packages JavaScript pour les développeurs, histoire d'aller chercher les packages JavaScript au plus rapide. Et d'ailleurs, sur leur site web, ils expliquent qu'ils utilisent Cloudflare en dessous. Et donc la panne qui est intervenue, c'est pas une panne de Cloudflare, parce que je voudrais pas me fâcher avec les gens de Cloudflare que je connais, mais c'était une panne logicielle de Unpackage qui opère à un niveau au-dessus de Cloudflare. D'accord. Et quand il parle de CDN open source, c'est principalement parce que c'est utilisé pour livrer du contenu open source, dont des librairies JavaScript. D'accord. Et donc moi ça m'a fait penser qu'en fait beaucoup de gens développeurs web utilisent parfois par facilité, moi y compris, ce que était mon cas ici, des CDN, mais il y a un souci de sécurité. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont des sites avec grande sensibilité, question sécurité, il faut peut-être attention à utiliser les CDN et plutôt utiliser des versions JavaScript hostées sur notre propre serveur sur lesquelles on a le contrôle.
Ouais. Okay. Oui, on a parlé de ça souvent dans les technos aussi. Ce sont les supply chain attacks où un attaquant va publier une version malicieuse, une version modifiée d'un package logiciel, d'une librairie logicielle courante, de manière à ce que les développeurs qui utilisent cette librairie prennent sa version vérolée plutôt que la bonne version. Donc regardez toujours où vous allez chercher vos packages, vos librairies, et comme l'a dit David, si vous avez besoin de sécurité, mettez un serveur on-prem ou chez votre cloud provider privé et assurez-vous que vos développeurs vont chercher les packages uniquement là, comme ça ils ont la version officielle que vous pouvez utiliser en entreprise et pas de version XYZ qui viennent d'internet. Après, si vous avez un développeur malveillant qui lui-même vient frelater vos distributions, là, changer de métier ou planter des tomates ou je sais pas. Mais à un moment donné, ça va aller vendre des glaces, ouais, c'est ça. Là, bon, c'est à désespérer de tout, du coup, donc c'est merci. Ok, David, merci pour cette petite news bien sympathique, du coup. Ça a rendu service à plein de gens. La lettre J. Comme Jeux Olympiques, c'est à la mode et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Ouais, ça va revenir. Ça ne fait que commencer, c'est ça. Des entreprises se préparent pour les JO et pas n'importe quelles entreprises. Il n'y a pas que la vidéosurveillance. C'est un autre dossier, je pense. Ah non, ça c'est tout à fait différent. C'est une news qui a attiré mon attention en début de semaine, qui était sur Europe 1, je crois. Bon, enfin, peu importe. Les médias l'ont relayé, qui disait qu'un employé de Thales, qui est une société informatique spécialisée dans la gestion de sécurité, s'est fait cambrioler et voler son laptop professionnel à la maison. Et apparemment, l'enquête de police semblait indiquer que c'est vraiment lui qu'on cherchait et son laptop, parce que les voleurs sont entrés, n'ont volé que son laptop et sont ressortis. Du coup, on se demandait ce qu'il y avait sur ce laptop. Dans ses déclarations à la police, il a dit qu'il y avait des données confidentielles liées à l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques à Paris. Et donc, l'enquête a été prise extrêmement au sérieux par les services antiterroristes et autres. Thales a démenti après en disant que cet employé ne travaillait pas sur ce projet-là. Donc, je sais pas qui dit la vérité, mais enfin bon, les deux versions sont dans la presse. Et ça a fait tilt quand j'ai lu ça cette semaine, parce que il y a quelques mois déjà, il y a un employé de la société, enfin d'une société qui travaille dans l'organisation des Jeux Olympiques aussi, qui s'est fait voler des clés USB et son laptop dans le train. Et là, apparemment, c'était ciblé aussi. C'est vraiment son laptop qu'on voulait. Et lui, il avait des données confidentielles sur l'organisation de la sécurité des Jeux Olympiques. Alors, j'ai un peu creusé le sujet et la sécurité des Jeux Olympiques, c'est un marronnier, comme on dit dans les médias, ça revient tous les 4 ans, avec les Jeux Olympiques, parce que le nombre d'attaques, de cyberattaques augmente évidemment avec les années. Avec aussi, il faut le dire, un paysage géopolitique aujourd'hui qui a fort évolué depuis 4 ans aussi. Il faut le rappeler. Exactement, nous sommes en double guerre entre l'Iran, Israël d'un côté, Israël et les Palestiniens d'un côté, et Ukraine, Russie et tout ce qui tourne autour, et on n'est pas très loin autour non plus, de l'autre côté. J'ai retrouvé un article de Ouest France, journal régional en France, qui est pas lié à l'actualité, il date de décembre, mais il parle de ce sujet-là, et il faisait l'historique de toutes les cyberattaques qu'il y a eu aux Jeux Olympiques ces dernières années. La plus grande, c'était pendant l'ouverture des Jeux en Corée du Nord, à Pyeongchang, la capitale de Corée du Nord, où il y a une attaque qui a arrêté tous les domaines serveurs. Les domaines serveurs, si vous n'êtes pas dans l'informatique, c'est les Active Directory, donc les répertoires de noms d'utilisateurs, de mots de passe. C'est ce qui gère toutes les permissions dans un réseau Windows. Au début de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, ce qui a perturbé énormément la salle de presse, notamment les réseaux Wi-Fi, les imprimantes. Plusieurs journalistes n'ont pas pu commenter la cérémonie d'ouverture comme ils auraient voulu le faire. Apparemment, ils ont pu... Il y a une longue histoire, je crois que je l'ai mis dans les liens également, où il raconte toute l'histoire depuis le début jusqu'à la fin. Enfin, ça a beaucoup perturbé. J'ai trouvé un autre article, parce qu'il y a eu 2 articles récents, malheureusement, ils sont derrière un paywall, un mur d'abonnement du New York Times, où ils expliquent également, donc il y a un article du 8 avril et un du 16 avril, où ils parlent des menaces de cyberattaque, et notamment la cellule cyber et l'ANSSI, donc
l'organisme public de gestion des cyberattaques, enfin de gestion du risque de cyberattaques en France, qui travaille de façon proactive avec les organisateurs, mais aussi avec toutes les grandes entreprises. Je sais que tous les grands cloud providers qui travaillent avec des grandes entreprises françaises commencent dès maintenant à travailler avec ces entreprises pour préparer des plans de contingence en cas d'attaque, mais aussi des plans de protection pour vérifier si la sécurité des systèmes est correcte. Pensez à la SNCF, pensez à la RATP, pensez à tous les ministères, pensez aux chaînes de télévision. Donc les attaques peuvent tomber dans plusieurs types de catégories. Ça peut être des attaques pour perturber les jeux, vraiment, l'organisation. Imaginez une panne de courant dans le stade XYZ au moment de telle finale. Ça peut être pour attaquer l'image de la France, simplement. Exactement, ce que j'allais dire, humilier l'organisateur d'une manière ou d'une autre, le déprécier. France Télévisions est incapable de transmettre en direct ou d'envoyer aux chaînes de télévision en direct les images. Donc il y a plusieurs raisons. Ça peut être des privés, ça peut être des groupes étatiques. Et alors je suis tombé sur un chiffre, et je resterai là-dessus avant d'ouvrir la discussion. À Londres 2012, 200 millions de tentatives de cyberattaques détectées. Rio 2016, 400 millions, x2. Tokyo 2020, pas beaucoup, 450 millions, enfin pas beaucoup, ils ont augmenté que 10%, x2. Paris 2024, on s'attend à 12 fois plus, c'est-à-dire 5 milliards de tentatives de cyberattaques sur des entreprises françaises ou liées à l'organisation des Jeux Olympiques. Et ça commence déjà maintenant, on commence à voir une vague d'augmentation de cyberattaques en France, probablement pour tâter le terrain avant la grande parade du mois de juillet. Moi, je dirais qu'il y a 3 types d'attaques de pirates. Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Il y a d'abord le challenge, le hacker qui s'essaye et qui voudrait avoir dans son CV une ligne de plus. Enfin, son CV, si on peut appeler ça comme ça, en disant je suis rentré dans ou j'ai fait ceci, cela, et qui est pas nécessairement malveillant, mais qui voit ça comme un challenge. Il y a le truand pur et dur qui veut faire du chantage, un petit peu comme ceux qui attaquent les systèmes informatiques des hôpitaux, des choses comme ça. Et puis il y a les États, comme on en parlait là tantôt, qui ont tout intérêt effectivement à déforcer l'organisateur peut-être, à toucher à la sécurité pour peut-être faire passer quelqu'un ou des gens malveillants sur les sites des différents lieux liés aux Jeux Olympiques. Pour moi, c'est les 3 grands axes entre guillemets d'attaques malveillantes, mais ça fait autant de monde qui ça se multiplie. Du coup, c'est un véritable challenge. Je veux dire, s'ils s'en sortent sans problème, ou en tout cas sans problème visible, là, ils auront gagné quelques médailles, et ça, elles ne seront pas en chocolat, pour le coup, et pas peu liées au sport. Je ne sais pas ce qu'en pense David des grands événements comme ça. Ici, les Jeux Olympiques en particulier, c'est hyper médiatisé, c'est les plus grosses audiences TV. Donc, voilà. Quand j'entendais Sébastien parler du nombre d'attaques grandissantes à chaque édition des Jeux Olympiques, je me demandais si c'était pas une nouvelle discipline olympique. Oui, c'est ça. Si ça se trouve, oui. Mais c'est pas. Enfin, voilà, on croise les doigts pour que tout se passe bien, évidemment, et surtout en toute sécurité. Mais je pense que oui, il y a quelques personnes qui vont pas beaucoup dormir pendant ce mois de Jeux Olympiques cet été. Donc voilà, ça va être intéressant à observer en tout cas, et clairement. Et je pense qu'on ne manquera pas de se faire le relais de quelques news, peut-être issues des coulisses. Qui pourront éventuellement être échangés à ce propos au moment où ça se passera. On va pas en parler avant, on a déjà assez les miquettes comme ça. Passons à la suite. On est à la lettre R comme recharge avec David. Un algo de recharge pour doubler la vie des batteries. On a de cesse, régulièrement, c'est à peu près toutes les 2-3 semaines, on parle d'une solution, une nouvelle solution pour augmenter la capacité des batteries, accélérer la charge des batteries, augmenter la durée de vie de la batterie, etc., etc., etc. C'est un autre angle d'attaque, on va dire, David.
Oui, je pense le sujet très intéressant parce qu'en effet, on utilise de plus en plus de batteries et les batteries, ça coûte cher à produire, ça a un impact environnemental et si on peut les faire durer plus longtemps, c'est bienvenu. Et donc, ce sont des chercheurs de l'université, alors excusez-moi, c'est Helmholtz-Zentrum Berlin, donc à Berlin, qui a fait des études sur les batteries lithium-ion de grade commercial, dont le top du top, c'est avec des électrodes qui sont composées avec un élément, enfin un alliage qui s'appelle NMC 532. Donc c'est du lithium d'un côté et de l'autre côté c'est nickel, manganèse et cobalt, enfin oxyde de cobalt, nickel, manganèse et cobalt, avec un rapport 5-3-2, d'où le nom. Et donc et du graphite bien sûr. Et ils se sont rendus compte que ces batteries qui avaient soi-disant une vie de 8 ans avaient l'électrode, en fait c'est la cathode, donc c'est l'électrode négative qui s'épaississait et il y avait des fractures dans l'électrode ainsi que dans le graphite, ce qui cause une perte de capacité, une perte de puissance délivrée, augmentation de température et diminution de durée de vie de l'électrode. Et donc, ils se sont rendus compte qu'en ayant un protocole de chargement, oui, algorithme, c'est ce qu'il y avait dans le titre de l'article et que j'ai repris en titre, mais c'est plutôt un protocole de chargement pour limiter justement ces fissures et de garder une électrode fine et en meilleure forme. Et ça utilise un système d'impulsion à haute fréquence. Les électrodes ici, les batteries sont chargées en général par un courant constant. Donc on a un courant constant jusqu'à un certain voltage et ce courant constant apparemment endommage les électrodes et ici ils font des impulsions de courant à très haute fréquence et ces impulsions, je n'ai pas trouvé la fréquence qu'ils utilisent. Tout ce que j'ai vu que c'était des ondes carrées, ça veut dire c'est tout ou rien. D'accord. Et ça permet de doubler au minimum la vie tout en gardant 80% de la capacité originale de la batterie. Donc, sans détruire donc la cathode reste avec sa conductibilité initiale, il n'y a pas il y a plus de perturbation de ce côté-là. Il y a toujours une perturbation, mais ça limite très fortement les fissures et ça garde l'épaisseur proche de l'original et ça permet au final de doubler la vie de la batterie en gardant 80% de capacité. Comme je disais en introduction, on parle souvent de batterie, c'est souvent la capacité de la batterie ou la rapidité de charge. Ici, on parle vraiment de la durée de vie fonctionnelle de la batterie avec ses spécificités de départ. En fait, le nombre de cycles, charge-décharge, c'est souvent et son rendement. Voilà. Ouais. Ok. Dommage qu'on n'en sait pas plus sur effectivement ce qui sous-tend le principe. Ce serait intéressant de. Mais voilà, c'est de nouveau, c'est une piste parmi d'autres. Et j'imagine que du coup, ça peut s'appliquer à énormément de batteries qui sont déjà dans le commerce ou pas, ou il faut adapter les batteries aussi pour. Non, j'imagine que oui. D'après l'article, ce sont des batteries de grade commercial, donc les batteries qui permettent de sortir beaucoup de courant. C'est le chargeur qui doit évoluer. C'est le chargeur qui doit évoluer. Au lieu d'envoyer un courant continu, enfin constant, ça va envoyer des impulsions. On envoie du courant, on arrête, on envoie, on arrête à très haute fréquence. Donc normalement, c'est juste une histoire de chargeur et donc ça pourrait faire bénéficier toutes les batteries existantes qui évidemment n'ont pas d'effet négatif. Donc ici, c'était ce genre de batterie. Voilà, c'est sympathique et ça ne devrait pas coûter cher à produire. Ce n'est pas sorcier d'envoyer des impulsions. Ça t'évoque quoi, Seb? C'est bien du soft qui vient en aide au matériel. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, quand on pense qu'il y a des milliards de batteries existantes dans le monde, voilà, ça vaut peut-être la peine de réfléchir un peu à ne pas les jeter trop rapidement.
qui sont peut-être déjà en fin de vie. Là, c'est peut-être trop tard. On peut pas sauver ce qui n'est plus sauvable. Mais voilà, si c'est côté chargeur, pour le coup, ça change une fois de dire faut pas tout changer. Faut changer le chargeur. Ce qui est pas plus mal. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez de cette news, mais des autres aussi. Si vous avez des commentaires à formuler, c'est le moment, c'est l'instant. Il nous reste un sujet avant le gros dossier. On parlera de publicité et de bloqueurs de publicité dans quelques instants. Mais avant ça, la lettre T comme tab. Ça aurait pu être la lettre S comme space, voilà. Mais c'est parce que c'est dans le code, vous le savez tous, il y a toujours cette possibilité de faire des espaces devant une ligne ou des tabs pour séparer, pour bien structurer son code, pour qu'il soit bien lisible. Voilà. Et Linus Torvald, notre ami à tous, a rouvert ce vieux débat que je pensais clôturé depuis longtemps, mais qui revient régulièrement sur la table. Moi, ça me fait chaque fois marrer. Mais c'est Sébastien, et en plus c'est Sébastien qui l'amène, et donc ça me fait d'autant plus marrer. Sébastien, pourquoi est-ce qu'il revient avec cette histoire de tabs et d'espace ? T'as donné la news, et je l'ai donné un tout petit peu de contexte après, mais la news, c'est que Linus Torvald a recommencer à insulter, ou insulter en termes techniques en tout cas, des contributeurs au kernel de Linux. Donc Linus Torvalds, c'est le Finlandais qui a inventé Linux, le papa de Linux. C'est lui qui est encore un des principaux gardiens du code en ce qui concerne le kernel. C'est lui qui accepte les changements qui viennent d'autres entreprises, Fedora, Red Hat, IBM, enfin c'est la même chose maintenant, et les autres contributeurs, y compris des individuels, des individus à titre privé, au kernel Linux. Et comme Marc l'a dit, quand on code, souvent il faut indenter le code, soit simplement pour savoir se relire, savoir que telle parenthèse fermante ou telle accolade fermante correspond à tel if ou while ou telle instruction avant. Parfois, dans certains langages, c'est pas le cas ici dans cet exemple, mais c'est obligatoire. En Python, il faut X espace en dessous de ça, et X espace de plus, ou quand on fait des fichiers de configuration comme des makefiles qui servent à compiler des programmes, il faut des indentations. Et parfois, ces indentations, vous le savez, si vous utilisez Word, vous pouvez faire soit appuyer sur la touche Tab, et donc c'est un caractère qui avance de X position, soit on met X espace pour faire à peu près la même chose. Et donc la guerre entre développeurs, il y en a deux essentiellement pour les développeurs, c'est quel est le meilleur éditeur en ligne, est-ce que c'est VI ou c'est Emacs, on parlera de ça une autre fois, et est-ce qu'on utilise des tabs pour faire l'indentation de son texte dans le code, ou est-ce qu'on utilise des espaces. Et il y a une sous-guerre aussi, si on fait un tab, ça représente combien d'espaces, est-ce que c'est des tabs de 2, de 4 espaces ou plus. Oui, ça dépend de l'éditeur, c'est configurable. C'est configurable dans certains langages. Dans Python, il y a une recommandation qu'un tab doit faire 4 espaces, mais c'est une recommandation. L'interpréteur ne le valide pas. Si vous n'avez pas l'habitude de coder, etc., c'est de la tabulation dans votre traitement de texte, c'est la même chose. Oui, c'est ce que j'ai dit dans Word, tab, l'espace, voilà. Alors, il y a une raison technique quand même à cette discussion, c'est qu'un tab, visuellement à l'écran, va représenter un certain nombre d'espaces, disons 4, mais sans code comme un caractère. Dans le fichier, si on va regarder en binaire dans le fichier, c'est qu'un caractère. Donc les tabs prennent moins d'espace que les espaces, parce que les espaces, c'est un caractère, donc un byte à chaque caractère. Alors aujourd'hui, on a des gros disques durs et tout, on s'en fout un peu, mais il y a 40 ans, c'était important si on pouvait économiser un peu d'espace disque cette fois-ci en utilisant des tabs plutôt que des espaces. D'un autre côté, les tabs ont un problème, c'est qu'ils sont pas interprétés de la même façon par tous les systèmes. Donc si j'ouvre mon système avec mes polices de caractères, etc., peut-être que le tab va être interprété comme 4 espaces, mais pour un autre, sur un autre système, une autre machine, un autre système d'exploitation, il va être interprété comme 6 espaces. Donc les indentations de code ne seront pas exactement les mêmes, suivant que je l'ouvre sur l'un ou l'autre. Donc il y a une raison technique à cette guerre-là, c'est pas juste une question de préférence. Tab est plus efficace, mais moins portable entre les différents systèmes. Space est moins efficace, mais plus portable. Voilà. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour revenir à notre brave Linus? Linus est parti dans une cure de yoga il y a quelques années.
pour devenir un peu plus zen, parce que Linus était connu comme étant assez agressif avec les gens qui committaient du code qui n'étaient pas selon sanguin, on va dire. Lui sanguin. À ses standards de qualité, et ces standards de qualité sont assez hauts, ce qui est respectable, mais il communiquait de façon assez sans filtre, verbal, un peu autistique parfois, peut-être qu'il a des traits autistiques, sans filtre, vraiment sans filtre, ce qui a heurté différentes personnes, et il avait promis de plus recommencer et d'être beaucoup plus zen. Et voilà, cette semaine, il a recommencé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Et rapidement, il y a un développeur qui a commité un changement dans le code kernel, dans le code du kernel de Linux, et Linus lui-même est repassé derrière ce changement. Attendez que je me trompe pas, que je dois bien réfléchir, pour enlever des tabs et mettre des espaces. Pour enlever des espaces et mettre des tabs à la place, parce que Linus est tab. Donc il a enlevé les espaces pour mettre des tabs à la place. Et la personne qui a fait le changement a dit oui, mais ce fichier-là est lu par un script qui configure le système de build, donc le système qui va compiler le kernel. Et ce script, il ne comprend pas bien les tabs. Il vaut mieux des espaces. C'est pour ça que j'avais mis des espaces. Et Linus l'a engueulé, mais en une phrase, comme il est capable de faire. Si t'es pas capable de construire un script qui fait pas la différence entre un tab et un espace, fais autre chose dans la vie. Boum. C'est pas très sympa quand on contribue sur un projet open source. Et pour faire chier le gars, il a fait plus que ça. Il a été changé un fichier où il y avait 6 ou 7 lignes de code, toutes indentées, et il a enlevé tous les espaces qui indentaient ces lignes, et il a mis des tabs à la place, et il a commité, donc il a envoyé au projet principal ce changement-là, en disant comme ça va casser le script de configuration de l'autre, ça l'obligera à changer son script pour qu'il supporte les tabs. C'est un peu gamin, c'est un peu brut de fonderie, mais ça suffit pour faire un article dans Ars Technica, c'est là que je l'ai vu. Et donc voilà, la guerre tab espace est relancée à cause ou grâce à Linus Torvalds qui est dans le camp tab, vous l'aurez compris. Et on se rappelle de cette scène dans Silicon Valley. Tu nous l'as mis le lien, effectivement, parce que il y a eu une discussion. Forcément, il fallait que dans cette série culte, quand même, il faut le dire, il y ait une conversation sur cette histoire de tab et d'espace. Tous les faits et etc. On retrouve ça dans cette série, et c'est chaque fois hilarant, évidemment. Ça évoque quoi pour David, cette histoire? Ça me parle beaucoup, moi. Ah ouais. Programmateur bas niveau, je ne suis pas spécialement d'un côté ou de l'autre. Moi, ce que je veux, c'est que ça soit bien indenté. Le problème, c'est que moi, sur mon éditeur, j'utilise des tabs qui sont de 2 espaces. Et beaucoup de gens utilisent des tabs à 4 espaces. 4 espaces. Si on demande du code, par exemple, une traduction d'une fonction à ChatGPT, lui, il fait 4 espaces pour les tabs, ce qui me tape sur les nerfs. Pas tab. Donc, je dis à ChatGPT, à partir de maintenant, je veux que tu mettes des tabulations de 2 espaces, et il le fait parfois, il le fait pas. Alors, la problématique, c'est que entre les tabs et les espaces, quand on a la bonne correspondance de l'éditeur, on ne voit pas la différence, sauf si on affiche les white space avec un caractère spécial, etc., ce qui est absolument affreux. Mais alors, quand quelqu'un d'autre utilise, lit le code sur un autre éditeur, il dit « Oui, mais t'as codé ça comme un porc, il n'y a pas d'indentation, c'est complètement niqué. » Et je dis « Chez moi, c'est bien. » Mais non, chez moi, c'est pas bien. Donc là, voilà, il y a un problème quand on est à plusieurs à travailler sur le même code et qu'on n'a pas les mêmes conventions dans notre éditeur. Oui, c'est ça, c'est une question de convention. Exactement, il faut se mettre d'accord dans des équipes, et d'ailleurs si on rejoint Google, Amazon, Microsoft, les développeurs ont un livret de conventions à respecter et tout le monde respecte la même chose. Et puis souvent, maintenant, il y a des scripts qui passent derrière. Au moment où je fais un commit, j'ai un script qui va reformater le truc selon les conventions. J'ai un fichier de configuration avec les conventions qu'on veut appliquer sur ce projet-là, et ça se refait automatiquement derrière notre dos pour que le code dans le repository soit selon les normes du groupe qui code. C'est marrant parce que dans ce domaine qui est très codifié, pour le coup c'est le terme, qu'il n'y ait pas eu dès le départ une norme pour tout le monde, dans tous les cas. C'est un truc sur lequel on n'a pas pu se mettre d'accord, manifestement. C'est une question bizarre. de préférence. Ouais, il y a un autre truc qui est assez vicieux, c'est que bien souvent je rencontre quand il y a un mix entre les tabs et les espaces, parce que ça aussi c'est possible. C'est vicieux. Ah oui, c'est une ligne. Le tab ne s'aligne plus exactement où il devrait. Et alors il faut effacer les tabs et les espaces et refaire des tabs ou refaire des espaces pour que ça soit bien aligné. Et alors, l'enfer de la vie de développeur.
Les problèmes qu'on a. Autre problématique et autre débat similaire pour les langages qui utilisent l'accolade. Est-ce qu'on met l'accolade à la fin de la fonction et l'accolade seulement en dessous, ou est-ce qu'on met l'accolade à la ligne et en dessous? Ça, c'est un autre On débat. fera un dossier là-dessus. En tout cas, moi qui ne suis pas développeur, mais qui code un peu à mes heures, je peux vous dire que je joue du table et de l'espace comme un sagouin et un peu n'importe comment, juste pour essayer d'avoir les idées claires. Et après avoir tapé mon code. Ou alors un i égale 0, est-ce qu'on met un espace avant et après l'égal ou pas? Ça aussi, c'est des conventions. Mais l'air de rien, c'est un peu comme quand on commence à faire de l'algèbre. Hein. On se rappelle tous de cette époque où un professeur nous faisait faire de l'algèbre, avec tracer vos fractions avec une latte et écrire grand, etc., etc. Parce que dès le moment où c'est clair, on comprend mieux, on voit le code, on l'interprète directement. C'est de manière photographique presque. Il faut presque pas lire. On le voit, on comprend c'est une fonction, c'est ceci, c'est cela. On dit toujours du code, on l'écrit. Du code, on l'écrit une fois, mais on va le lire pendant 10 ans. Il y a des gens qui vont relire notre code, le modifier derrière nous en entreprise. Donc le temps qu'on passe pour l'écrire est tout petit par rapport au temps qu'on passe pour le lire après. Donc il faut vraiment passer du temps pour que le code soit clair. Il y a quelqu'un qui disait sur Internet, écrivez toujours du code en pensant que le mec qui va le modifier dans 5 ou 6 ans est un psychopathe violent qui connaît votre adresse. Oui, c'est ça. Bon, Sébastien le disait bien. Également, il y a des langages et des scripts, par exemple le Python ou le YAML, où là, on est obligé de faire des espaces et on peut pas faire de tab. Et alors, si on fait un tab par erreur, ça ne fonctionne pas et parfois, on peut tourner en rond avant de se rendre compte, merde, il y avait un tab. Et les makefiles, c'est l'inverse. Et ça doit être des tables et pas des espaces, sinon ça ne marche pas. Je vous invite à retourner à notre épisode 439 à l'occasion, puisque l'autre Sébastien ainsi qu'Aurélien avait évoqué les premiers projets libres. Par où commencer quand on se lance dans un premier projet libre? Eh bien, c'est en choisissant les tables. Ou les espaces. Ça dépend quel projet. Mais renseignez-vous avant. Pour pas froisser les gens autour de vous. Mais c'est un sujet dont on avait parlé, donc je préfère le rappeler. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. 439 l'épisode. Vous trouverez ça bien sûr dans le dossier de cet épisode. Je pense qu'on a bien fait le tour de l'actualité, en tout cas de celle dont vous vouliez parler, mes petits amis. Ce que je vous propose, c'est d'attaquer tout de suite la grosse patate, c'est le dossier. Ah là 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 là, la publicité, certains vous diront ce mal nécessaire, parce que oui, il faut bien vivre de son travail, et la publicité sur Internet, comme dans les médias de manière générale, c'est une des façons de gagner sa vie. Et malgré tout, sur Internet, ça peut des fois être un peu casse-bonbon. Parce que quand l'éditeur de contenu exagère un tout petit peu, vous voyez, avec des émus, des bannières, des skyscrapers dans tous les sens, plus des pop-up, etc., qu'on trouve plus le contenu, c'est un peu contre-indiqué, quoi. C'est pas le truc évident. Donc on va vous parler de bloqueurs de publicité que vous avez sans doute, peut-être déjà utilisé, ou vous utilisez au quotidien. Moi, personnellement, je le conseillerais pas, en tout cas pas pour tous les sites, parce que tout travail mérite salaire, comme je le disais, mais de temps en temps, c'est vrai que ça soulage un tout petit peu. Donc on en parle quand même dans cet épisode avec David et Sébastien. On commence avec David pour parler du fonctionnement même du bloqueur de publicité. David. Oui, donc les bloqueurs de publicité, ce sont des softwares qui permettent de retirer la publicité, de retirer les scripts publicitaires, les scripts pour les pop-up, des scripts de tracking. Les scripts. Voilà. Il y a plusieurs techniques qui sont utilisées. Il y a les extensions sur navigateur, telles que AdBlock sur Chrome, qui en fait vont, avant l'affichage dans le navigateur, filtrer le contenu selon des règles prédéfinies. Il y a des listes de publicitaires connus, il y a des détections de scripts. Oui. C'est ça, dans le code source, il va zapper tout ce qui est script avec une clé, ou en tout cas une reconnaissance particulière, parce que c'est toujours la même de tel ou tel annonceur publicitaire ou de telle ou telle régie publicitaire, et il va inhiber cette partie du code, en fait. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça. Donc les sociétés qui fournissent de la publicité en ligne sont de moins en moins nombreuses. Google a une des plus grosses parts du marché.
Donc, il est assez facile de retirer beaucoup de publicité rien qu'en ayant les DNS liés à ça. Donc, ce sont des scripts qui filtrent, qui retirent les tags publicitaires et également qui permettent de retirer des tags qui sont détectés comme étant des pop-up qui sont assez dérangeants. Parfois, c'est des pop-up qui apparaissent sur la page, parfois aussi, c'est des tags qui s'ouvrent derrière. Voilà. Il y a également une autre technique qui est le blocage au niveau du DNS. C'est un petit peu similaire, sauf que là, c'est la résolution DNS. Par exemple, on a ads.google.com pour donner un exemple, qui redirige vers une adresse IP ou vers des adresses IP. Si on détecte ça, on bloque directement, ce qui fait qu'on peut avoir, au lieu d'avoir une publicité, on a une case vide à la place. Ce blocage DNS peut être fait de plusieurs manières. Ça peut être fait au niveau d'un plugin, ça peut être fait au niveau du host file, qui est au niveau du système d'exploitation, un fichier qui contient, on peut hardcoder des, comment dire en français, des overrides, des réécriture, enfin, non, réassigner à un DNS une adresse IP. Ça veut dire ce sont des règles qui prennent précédence. Ça veut dire qu'on a le DNS et là on dit moi je veux pour ce domaine-là, je veux assigner cette adresse IP. On met souvent une adresse IP du genre 127.0.0.1 qui est l'adresse locale. Ça peut être également fait au niveau d'un routeur ou d'un petit appareil, d'un petit bloqueur de publicité. Ça peut être sur un Raspberry Pi. Il y a par exemple Pi-hole, mais qui ne fonctionne pas que Raspberry Pi. Ça fonctionne également sur toute distribution Linux. Ça peut être également un software qui tourne sur un routeur genre OpenSense ou pfSense. Il y a quelque chose qui est assez efficace qui s'appelle ZenArmor ou Sensei, qui n'est pas uniquement du blocage de publicité, c'est également un détecteur d'intrusion, un détecteur et prévention d'intrusion. Là, ça travaille au niveau des paquets réseau directement, ça fait une analyse et ça permet de bloquer les choses avant même qu'elles arrivent au niveau du navigateur. Il y a également des blocages qui se font via VPN. Il y a des services VPN qui proposent un abonnement qui contiennent en intégré un bloqueur de publicité. Il y a des techniques qui sont en train d'émerger, qui utilisent évidemment du machine learning et l'intelligence artificielle, parce qu'évidemment, comme on va en parler, il y a une guerre qui se fait entre les bloqueurs de publicité et les publicitaires. Mais les publicitaires, il n'y a pas que des bons publicitaires, il y a aussi des publicitaires véreux et mal intentionnés. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour des différentes méthodes. Donc il y a des versions, enfin de manière générale c'est software, même si on peut mettre un peu de hardware en rajoutant un élément à son routeur, comme tu l'as expliqué, etc. Routeur c'est software aussi. C'est ça, c'est software aussi, mais voilà, c'est pas nécessairement localisé sur la machine sur laquelle on va surfer. Ça peut être dans le réseau à un certain niveau, un petit serveur. L'avantage au niveau du routeur, ça veut dire que toutes les machines et toutes les personnes qui se connectent au Wi-Fi ou au réseau derrière n'ont pas utilisé d'adblocker. Ou être protégés contre des scripts malveillants, parce que les deux vont parfois ensemble. Certaines entreprises d'ailleurs se sont équipées de ce genre d'outils pour bloquer les accès à des réseaux sociaux par exemple, parce qu'ils ne veulent pas que leur personnel surfe sur Facebook pendant qu'ils travaillent, et donc ils utilisent ce même type de technologie, c'est la même chose, mais pour bloquer les accès à certains sites, et pour évidemment se prémunir aussi de certains sites malveillants de manière un peu automatisée ou alimentée par des bases de données, etc. Qui dit blocage dit contre-blocage, je botte en touche et je passe au-dessus, en dessous, et comment est-ce que ça me... Oui, parce que évidemment, il y a un manque à gagner pour les sociétés, des réseaux publicitaires, les ad serveurs. Comment est-ce qu'ils peuvent arriver à quand même encore gagner des sous, en gros?
Ça m'énerve, moi, en tant qu'utilisateur, quand je vois un gros pop-up qui dit « Vous avez un adblocker, si vous voulez lire notre contenu, désactivez votre adblocker ». Bon, je comprends, il y a la moralité, on va en parler aussi, parce qu'il n'y a pas que les aspects techniques, il y a les aspects moraux, d'ailleurs, on va en parler dans quelques instants. Mais oui, si vous êtes éditeur de contenu et que vous voulez bloquer les adblockers, détecter les adblockers, comment ça marche? C'est assez simple au fait de détecter qu'il y a un adblocker, parce que s'il y a une partie de votre site web qui devrait être présente et qui ne l'est pas, vous pouvez dire qu'elle a été filtrée par quelque chose, soit un élément au réseau, soit un plugin. Donc la technique consiste à injecter un élément qui ressemble à de la pub, mais qui n'est pas de la pub, et puis d'avoir un petit script sur la page qui va vérifier la présence de cet élément. Est-ce que j'ai ce div, si vous connaissez un peu d'HTML, j'ai cette balise-là dans ma page? Si oui, tant mieux, elle n'a pas été bloquée. Sinon, c'est qu'elle a été bloquée par un adblocker, et c'est normal qu'elle ait été bloquée parce que je l'ai fait de telle façon à ce qu'elle ressemblait à de la pub, mais c'était pas de la pub. Alors évidemment, il faut pas écrire ce code soi-même. D'abord, il est super facile à trouver, parce qu'en préparant le dossier cet après-midi, j'en ai trouvé des tas d'exemples. Mais il y a aussi le comment ça s'appelle, le IAB. IAB, c'est le Interactive Advertising Bureau. La mecque des comptages d'audience à des fins publicitaires, c'est aux États-Unis, je pense, qui publie sur une page GitHub une librairie toute faite à inclure dans votre site web. Vous incluez la librairie et s'occupe de tout ça lui-même. Il y a aussi un truc qui s'appelle F*K Adblock. Ça s'appelle vraiment F*, donc je dis pas le U et le C, mais enfin vous aurez tous compris. C'est Block Adblock, qui est aussi une librairie qui permet de bloquer les adblocks. Et puis il y a la technique qui consiste à ne pas mettre de la pub détectable, donc peu importe qu'il y ait des bloqueurs ou pas. Et ça, c'est ce que fait Facebook, c'est ce que fait X sur Twitter, c'est ce que fait Google, c'est de vous mettre dans les résultats de recherche des pubs. C'est ce qu'on appelle les ads natives. C'est pas des éléments en plus qui viennent sur votre site web. Ça fait partie du contenu. Si vous faites une recherche sur Google, les 2-3 premiers liens sont sponsorisés. Sur Twitter X, quand vous scrollez, toutes les X positions, vous avez liens sponsorisés. Sur Facebook, de plus en plus aussi. Ça, c'est de l'ad native. Ça, c'est quasiment impossible à détecter. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ce n'est pas détecté et ce n'est pas bloqué par les adblockers. Donc, c'est un autre moyen de servir du contenu payant, enfin du contenu publicitaire à vos clients. Quand il s'arrête, c'est un coup. Je m'arrête. J'attendais la relance, une relance. Non, parce que clair n'était précis. Oui, il y a moins encore un truc. Oui. Quand même, tu vois, je savais qu'il y avait un truc. Tu vois, c'est les chiffres des bloqueurs de publicité. Est-ce que vous dites quel effort à faire pour bloquer des bloqueurs, mais est-ce que c'est si courant que ça, les bloqueurs de publicité? En fait, j'ai trouvé quelques chiffres qui datent d'il y a 2 ans qui disent en moyenne, dans le monde entier, 9,26% des impressions ont été bloquées. Sur certains sites, c'est jusqu'à 50%. C'est plus en Amérique du Nord et en Europe, blocage des publicités. Et en Europe, c'est l'Autriche, la Hongrie et l'Allemagne qui sont plus agressifs, avec des chiffres au-delà de 20%. Et alors, il y a un truc quasiment sociologique là. Dans les navigateurs, c'est Firefox qui bloque le plus les publicités, suivi de Safari, de Chrome, et puis Explorer qui lui est à 3%, Firefox à 17%. Donc c'est vraiment les utilisateurs de Firefox utilisent plus souvent des adblockers que les utilisateurs d'Internet Explorer. Et je suis pas surpris. Et sur les systèmes d'exploitation, devinez quoi, ce sont les utilisateurs de Linux qui bloque le plus la pub avec 29%, 13% sur Mac et seulement 10%, même pas 9% et demi sous Windows. Et là, je dis ça pourrait être quasiment sociologique. Ça m'étonne pas que les gens qui font le choix de mettre Linux sur le laptop soient plus conscients de ce challenge que les utilisateurs de Windows. Sûrement, oui. L'utilisateur de Windows est peut-être plus docile aussi, raison pour laquelle maintenant on commence à insérer de la publicité dans le menu démarrer. J'ai vu passer cette news il y a pas tellement longtemps. C'était un peu annoncé. Donc tu achètes un programme, un système d'exploitation où on te colle quand même de la publicité dedans.
C'est pour ces raisons-là que le bloqueur de publicité ont du sens de manière générale, enfin à mon sens. Mais est-ce bien éthique ? C'est l'autre question. David, est-ce que c'est bien moral de bloquer la publicité, sachant que ça permet à des sites sur lesquels on vient se nourrir, par exemple nous, on nourrit notre revue de presse hebdomadaire de ces sites. Est-ce que c'est bien normal quelque part on ne subisse pas entre guillemets cette publicité, sachant que c'est les sources de revenus des sites que l'on consulte? Oui, en effet, c'est une très bonne question. Quand est-ce que ça devient mal de faire de l'adblocking ? Quoique mal, c'est très relatif, ça dépend d'une personne à une autre. Parce que d'un côté, il y a les gens qui vivent de la pub, et il y a eu ces dernières années beaucoup de petits sites indépendants qui ont croulé, qui ont dû fermer boutique parce que ils ne touchaient plus rien de la publicité parce qu'on les bloquait. Et d'un autre côté, il y a des sites qui ont 10 bannières, qui ont des pop-up, des vidéos qui démarrent dans tous les sens. Et comme tu disais, Marc, en introduction, ça devient parfois assez difficile de lire le contenu d'un site tellement qu'on est bombardé de publicité dans tous les sens, et ça devient très agaçant. Totalement contre-productif. Je comprends pas ce genre. Donc il y a des extrêmes. Donc dans un cas où c'est de la publicité qui devient agressive, évidemment ça pousse les gens à utiliser un adblocker. Et ces sites-là qui font de la publicité intempestive, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont en rajouter encore plus, en se disant si on me bloque 50% de ma pub, je vais en mettre 2 fois plus. Et puis on en rebloque encore plus, ils vont encore en mettre plus. Et à côté de ça, il y a des petits sites qui méritent salaire et qui vivent de la publicité et qui sont des victimes collatérales de l'agacement général des gens par ces publicités intempestives. Il faut rajouter à côté de ça qu'il y a également la problématique que la publicité ça ralentit le chargement du site, ça prend de la bande passante, ça utilise plus de batterie vu qu'il faut parfois faire du rendu, il y a parfois des scripts JavaScript derrière la publicité. Il y a également le risque de malware, il y a des publicités qui cachent parfois, il y avait des publicités qui cachaient des miners Monero en JS, qui prenaient du CPU. Il y a ce qu'on appelle... Si je peux me permettre, et pour parler d'éthique, il y a aussi des bloqueurs de publicité qui ne bloquaient pas la publicité, remplaçaient la publicité par d'autres publicités, d'autres annonceurs, et donc prenaient la place, entre guillemets, faisaient du surcollage, si on parlait d'affiches, sur des panneaux publicitaires existants, avec leur propre publicité. Là, franchement, c'est du vol d'espace. C'est encore différent. Oui, tout à fait. Et donc je parlais de malware et ce qu'on appelle le malvertisement. Donc c'est de la publicité, mais de la mauvaise publicité, qui sont parfois des publicités pour des services illégaux, des sites illégaux. Qui usurpent des identités, des trucs comme ça, par exemple. On est submergé de ça pour l'instant. Dans ce cas-là, il y a un côté, éthique de bloquer ce genre de publicité, parce que ça permet également de bloquer des soucis de sécurité. Il y a également des publicités qui sont des pop-up et des redirections. Certains sites qui sont tout bien, tout honneur, qui mettent de la publicité, sont face à un fournisseur de publicité qui est peut-être un petit peu moins honnête, où il y a des plateformes comme ça d'échange de publicité. Donc les sites les sites web qui ont un espace publicitaire vendent leur espace publicitaire. Derrière ça, il y a des publicitaires qui veulent un espace publicitaire. Il y a une plateforme qui fait l'intermédiaire. Mais parfois, il y a des publicitaires malveillants qui permettent... Comme je l'ai parlé dans un des sujets plus tôt, la publicité permet d'injecter parfois des scripts JavaScript et ça peut poser un problème de sécurité. Il y a également des problèmes de fake news qui peuvent être injectés également via la publicité, parce que la publicité qui est insérée dans un article parfois fait croire qu'elle fait partie de l'article. Voilà. Donc, comme je le disais aussi, faire la différence. Il y a des publicités qui font de l'usurpation d'identité avec des personnalités connues, avec les IA qu'on connaît maintenant, qui permettent de retravailler l'image, de faire des vidéos fake, etc., de faire dire des choses à des gens qui n'ont strictement rien à voir, mais parce qu'ils ont une réputation, qu'elles sont connues, on se sert de la réputation de ces gens à leur insu pour faire de la publicité. Ça, c'est plutôt bien vu de bloquer ce genre de couillonnade, quoi. C'est une bonne leçon. Maintenant, est-ce que je pose juste la question, je sais pas si on a la réponse, et puis on terminera avec Seb et pour voir si tout ça est bien légal. Mais est-ce qu'il y a possibilité,
partant du principe qu'on bloque de la publicité, de choisir la publicité qu'on veut bloquer. Il y a un bloqueur de publicité qui ne bloquerait que la publicité malveillante, par exemple, ou que la publicité pour la bouffe pour chat, ou que, enfin, qui est une façon de sélectionner le type de publicité qu'on veut bloquer. Ça existe ou pas? Ou je rêve? Oui, il y a déjà toutes les publicités qui sont du type pop-up, redirection et qui utilisent ce genre de choses qui peuvent être détectables. Et ça, moi personnellement, ça, je des considère ça comme étant un pas de trop. Oui, c'est sûr. Donc, on pourrait déjà supprimer beaucoup de publicités très dérangeantes en bloquant ce genre d'activité. C'est déjà ça. Maintenant, il y a aussi des publicitaires qui sont très connus, par exemple Google, où là, on peut éventuellement leur faire plus ou moins confiance en disant, c'est à eux de faire la sélection de leurs publicitaires derrière et de ne pas spécialement bloquer leur publicité à eux. Il faut quand même se méfier un tout petit peu parce que même via Google, si je peux me permettre, il y a toujours possibilité de faire appel à un autre ad serveur derrière un autre, etc. Oui. Et donc du coup, ça passe par le code de Google, mais derrière, ça remonte à un autre service. Oui. On va pas rentrer dans trop de détails, mais c'est pas toujours aussi simple qu'on l'imagine. Sébastien, on va clôturer avec toi parce que je n'entends plus ton micro. Je suis un petit peu inquiet. Je l'ai muté parce que je suis un peu malade et je tousse. Voilà. Mais pour répondre à la question précédente, il y a aussi un business model de certains adblockers qui signent des contrats avec des fournisseurs de pubs pour laisser passer leur pub et pas les autres. Et ils le disent clairement. Si vous choisissez notre adblocker, vous aurez quand même des pubs de XYZ, mais c'est le modèle qu'on a choisi pour vous fournir un service gratuit. On est financé par la pub et donc il y a des listes de certains annonceurs. Quand même énormément, mais on pourrait considérer que c'est du racket quelque part aussi, ce genre de pratique à certains degrés, ce qui nous amène à la question de la légalité de tout ça. On parle d'adblocker, de toucher au code source d'une page web d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est autorisé de bloquer ce genre de choses ou même de simplement le détecter, Sébastien? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question, d'autant plus que je suis pas juriste, comme vous le savez bien. Et il n'y a pas énormément d'articles sur Internet. En tout cas, il y en a beaucoup, je vais le dire autrement, mais ils pointent tous vers la même source. Et donc, il y a pas beaucoup de variété. Et la source est une thèse d'un étudiant en droit de l'université de Washington qui date de 2018, donc d'il y a 6 ans, qui s'appelle The Legal Fate of Internet Ad Blocking. C'est 70 pages de lecture en droit sur le ad blocking. Alors je vous avoue, j'ai pas eu le temps de lire les 70 pages, mais j'ai utilisé là pour me demander un résumé. Donc j'avais un résumé en 2 pages et je l'ai demandé à plusieurs et globalement ils étaient d'accord, elles étaient d'accord avec l'IA. Globalement, ce monsieur s'est penché sur les seuls cas testés en tribunaux qui existent, qui seraient en Allemagne. Et selon ses conclusions, en Allemagne, les fournisseurs d'accès ne peuvent pas bloquer la pub. C'est considéré comme une pratique commerciale injustice. Donc ça, c'est de la jurisprudence allemande. En revanche, c'est parfaitement légal pour une personne individuelle de mettre un adblocker et d'enlever les pubs. Ça fait partie de ce qu'ils appellent occupational freedom. Je sais pas comment on peut traduire ça. Enfin, des libertés fondamentales offertes par la loi ou la constitution allemande. Il est moins clair sur est-ce qu'on a le droit de combattre les adblockers si on est un annonceur. Il n'y a pas vraiment de jurisprudence à ce sujet-là. Et à la fin de sa thèse, il essaye d'appliquer le droit allemand au droit américain, puisque c'était une thèse d'une université américaine, où il disait en 2018, il n'y a pas eu de cas en justice, donc il n'y a pas de jurisprudence aux États-Unis à ce sujet-là, mais il est fort probable que les cas qui ont été jugés en Allemagne soient jugés de la même façon aux États-Unis, donc que ça soit légal pour une personne comme vous et moi d'installer des adblockers. On ne sait pas trop si c'est légal de contrer des adblockers, mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit un tiers dans le processus qui décide d'être le chevalier blanc et de bloquer la pub pour nous, comme un accès, un ISP, un fournisseur d'accès Internet, par exemple, parce que là, ça serait contraire au premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression.
Par ailleurs, il y a un autre aspect, David, c'est comment est-ce qu'un opérateur va contrer un adblocker. Là aussi, il peut y avoir des conséquences, et donc il y a aussi un champ légal qui se profile. On l'a vu avec YouTube, par exemple, récemment, qui voulait contourner ces règles-là, et l'Europe n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Exactement, et c'était le point suivant, c'est que le RGPD rentre à la rescousse. On n'a pas besoin nécessairement de lois en plus, on a les lois existantes déjà, et l'article que j'ai mis dans les notes du podcast est un peu plus vieux, il date de fin de l'année passée, octobre l'année passée, mais il dit exactement ça, que finalement les tentatives de Google ou de YouTube de nous imposer de la pub pourraient être illégales, simplement selon le RGPD. Si nous, en tant qu'utilisateurs, on a dit non, je n'accepte pas cette pratique-là, ils ne peuvent pas nous l'imposer. D'accord, ok. David, tu voulais dire un truc? Oui, en fait, je fais un peu, je pensais à l'analogie à la TV. La TV, la publicité, il y avait des systèmes DVR qui automatiquement détectaient la publicité. On enregistrait notre film et on regardait en décalé sans publicité. Donc, en quelque sorte, c'était l'adblocker pré-Internet. Oui. C'est vrai, ça existait. Ça va pas durer. Hein. Voilà. On va même plus loin maintenant, c'est qu'on fait de l'ad replacement en télévision, c'est-à-dire que chacun voit la publicité qui lui est ciblée en fonction de ses usages et de ses habitudes. Et on fait ça même sur de la télévision linéaire aujourd'hui via les opérateurs, les distributeurs en l'occurrence. Oui. Sinon, pour revenir à mon point précédent pour l'éthique, moi je conseille à toute personne qui va régulièrement sur un site qui vit de la publicité et qui permet éventuellement d'avoir un abonnement sans publicité, faites-les vivre, payez un abonnement pour le contenu que vous aimez, parce qu'il y a des gens qui doivent vivre derrière. Je parlais de YouTube, justement. Un des sites qui te permet de le faire, c'est le compte premium de YouTube, qui simplement en payant un abonnement, tu ne vois plus les publicités, tout simplement. Ce que je fais, j'en suis très content. Et ceux qui sont dans le deal entre guillemets économique de YouTube continuent à être payés sur les visites, mais sur base du fait que ce sont des gens qui ont des comptes premium, et donc ils ne voient pas de publicité, mais nous on touche quand même quelques centimes. Faut pas non plus exagérer, c'est pas des fortunes, mais parce que sinon on va encore nous dire vous faites des podcasts vidéo sur YouTube c'est pour gagner de l'argent. Oui, bien sûr. Si ça paye le serveur, c'est déjà bien. Voilà. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des solutions. T'as raison de le mentionner. Et de manière générale, comme je le disais au début, tout travail mérite salaire. Si vous appréciez le contenu d'un journaliste ou d'un site web ou d'un blog, etc., renseignez-vous un petit peu. Il y a peut-être moyen de faire un don et des choses comme ça. Voilà, on n'est pas obligé de subir la publicité. Il y a peut-être d'autres moyens de contribuer, on va dire, à la bonne marche du site ou des gens qui créent le contenu. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien? On arrive au bout. Non, je toussais dans ma barbe. Ah, c'était ça. Donc t'es toujours malade. Mais voilà, on est arrivé au bout de cet épisode et de ce dossier. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des réflexions, n'hésitez pas comme toujours à en faire l'écho dans les commentaires, que ce soit, on le disait, sur YouTube justement, ou via notre site lestechno.be. On se fera un plaisir de vous lire et éventuellement, si ça s'y prête, d'y répondre. Merci à Sébastien, merci à David. La semaine prochaine, nouvel épisode, le 444e épisode, avec d'autres chroniqueurs, comme chaque semaine, vous le savez, et d'autres sujets, forcément, aussi. On ne sait pas encore de quoi on va parler, c'est normal. Passez une très très bonne semaine, à très bientôt, salut!